Alors, dans quelques instants, nous allons passer à la première table ronde, comment atteindre la neutralité carbone dans le bâtiment. Ensuite, eh bien, si vous êtes des habitués de cette journée de la PAC, vous savez qu'on aime bien vous faire un petit état des lieux du marché à la fois européen et français. Ça rassure parfois, des fois ça fait un peu peur, ça dépend dans quel domaine. Ensuite, on fera un point sur la rénovation globale et puis nous ferons une pause déjeuner juste avant laquelle, eh bien, puisque l'AFPAC aujourd'hui a 20 ans, eh bien, juste avant laquelle nous célébrerons les différents présidents de l'association. Voilà, dans quelques instants, normalement, ça devrait arriver. Si ça n'arrive pas, ça n'est pas très grave. Je vais demander aux premiers intervenants de la table ronde de prendre place. Donc, Mechthilde Wörsdorfer, s'il vous plaît, prenez place. Vous êtes la directrice générale adjointe à la direction de l'énergie à la Commission européenne. Vous me laissez juste le premier, si vous voulez bien. Olivier David, qui est lui de la DGEC, chef du service climat et efficacité énergétique. Christine Goubet-Millot, qui est la présidente de l'UFE. Marjolaine Meignier-Millefer, est-ce que Madame la députée est arrivée? Elle est là, bonjour. Et puis François Deroche sera le dernier participant de cette table ronde. Voilà, nous sommes prêts. Et normalement, dans quelques instants, eh bien, nous aurons aussi l'image. Voilà. Alors, dans cette première table ronde, nous allons donc évoquer le bâtiment et la neutralité carbone avec les chiffres peut-être que certains ont en tête, que Jean-Marc Jancovici nous ont donné, puisque au-delà de formules savantes que certains ont peut-être en tête ou que d'autres avaient oubliées, au-delà de quelques, on va dire, mots d'humour, il y avait quand même des messages assez forts et on sentait qu'à la fin d'un certain nombre de phrases, et notamment sur le petit enfant qui naît aujourd'hui et qui ne doit consommer que 8% émettre que 8% de ce que ses grands-parents émettaient, alors qu'il n'y avait pas autant d'industrialisation, pas de transport aussi développé, notamment le transport aérien. J'ai senti qu'il y avait là des moments où la salle, après l'humour, reprenait un petit coup de sérieux, peut-être un petit coup de blues. Mais en tous les cas, voilà, c'est un sujet très, très important que nous allons étudier aujourd'hui. Je vais vous proposer de faire ça en auto-noir. C'est assez classique. Vous savez qu'en France, on aime les choses classiques. Alors, il y a soit les démonstrations en 3 points, thèse, synthèse, enfin, je ne sais plus, tiens, d'ailleurs, ça fait tellement longtemps, oui, A plus B, enfin, bref. Ouais, c'est ça, voilà, thèse, antithèse, synthèse, voilà, pardon. Mais ça remonte à tellement loin, mes dernières études. Il y a les 3 points, puis il y a l'entonnoir. On parle du plus large et on va au plus fin. Et donc, moi, je vous propose qu'on commence par vous, si vous voulez bien, pour nous parler de la Commission européenne et du point de vue, évidemment, de l'Europe. Avec, ça aussi, ça va être sans doute très marqué aujourd'hui, le contexte géopolitique que nous sommes en train de vivre quand les organisateurs ont pensé à cette journée de l'AFPAC, ils n'avaient pas imaginé que la Russie envahirait l'Ukraine. Donc forcément qu'aujourd'hui, tout au fil de la journée, eh bien, ce sera très présent et je suppose que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, ceux qui nous gouvernent eh bien, prennent ça évidemment en considération pour les politiques à venir. C'est à vous, Mechthilde Wörsdorfer, vous allez nous parler de Repair Europe, non? Oui. C'est ça? Oui. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là et je vais vous parler un peu d'actualité également avec la crise en Ukraine. Mais j'ai 5 points, malgré le fait que j'ai fait une partie de mes études à Montpellier où j'ai appris la thèse, antithèse, synthèse. Oui, dans le Sud, ils sont toujours plus volubiles, c'est pour ça. J'ai quand même 5 points, mais je vais être assez bref. Mais comme vous avez dit, je vais quand même parler, parce que là, c'est le sujet numéro 1 actuellement, à Bruxelles comme à Paris, à Berlin, partout, c'est la crise en Ukraine. Et le but pour tout ce qui est énergie, c'est vraiment le mot-clé, c'est réduire la dépendance de l'Union européenne aux combustibles fossiles, ce qui était déjà un objectif de notre European Green Deal, ce qui s'est accéléré. Et comme vous nous avez dit, on a sorti un document suite à la crise ukrainienne qui s'appelle Repower EU. On a adopté le 8 mars. Et le but principal, c'est vraiment de réduire la dépendance du gaz russe. Et la communication essaie de mettre en place tout ce qu'il faut faire. Déjà,
immédiatement cette année pour réduire de 2/3 la dépendance du gaz russe, en sachant que l'Union européenne importe plus ou moins 40% de son gaz de la Russie, 90% de son pétrole de la Russie et 45% du charbon de la Russie. Alors, il s'agit, et ça varie bien sûr de tous les pays membres de l'Union européenne. L'Allemagne est plus dépendante que la France et d'autres. Mais ce plan qu'on a sorti le 8 mars est vraiment de faire reconstituer les stocks de gaz de l'Union européenne, parce qu'un des problèmes était que le stockage de gaz n'était pas assez. Alors, on veut vraiment éviter cette situation et reconstituer les stocks de gaz. Comme j'ai dit, il faut rendre l'Europe indépendante des énergies fossiles russes et diversifier nos approvisionnements en gaz, mais aussi développer les gaz renouvelables et, encore plus important, et je crois dans le débat actuel, quelquefois on oublie, le focus est vraiment de développer les énergies renouvelables et également de stimuler l'efficacité énergétique, augmenter l'électrification et limiter les besoins de développement des infrastructures. Alors, ces mesures qui sont prévues dans notre Repower EU, c'est vraiment, comme j'ai dit, de réduire de 2/3 notre dépendance au gaz russe d'ici l'hiver prochain. Également, ce qui était discuté, bien sûr, c'est les prix d'énergie. On sait bien qu'actuellement, les prix de gaz et les prix d'électricité sont au plus haut niveau. Ils sont augmentés de 60% en matière de gaz et 35% en matière d'électricité par rapport il y a 12 mois. Et ça aussi, ça nous préoccupe énormément, sachant que ces hausses de prix est en grande partie le résultat de l'offre et demande globale et de l'incertitude actuelle qui vient de la guerre en Ukraine. Ce qu'on a sorti déjà concernant les prix d'énergie, c'était ce qu'on appelle en bon bruxellois le toolbox, la boîte à outils, qu'on avait publié en 13 octobre de l'année dernière, qui donne pas mal d'outils à tous les États membres, et pratiquement les 27 États membres ont pris des mesures pour aider les consommateurs les plus vulnérables avec des chèques, avec des réductions de taxes via TVA et d'autres moyens. Et ce qu'on veut également faire, c'est vraiment qu'on essaie de suivre l'évolution des prix d'énergie. On croit que ça va rester, bien sûr, avec l'incertitude assez volatile, assez à haut niveau, mais on essaie de faire et de donner un nouvel élan aux objectifs du Green Deal dont je vous parlais en deuxième lieu. Parce que quand la Commission européenne a commencé ce mandat, il y a 2 ans et demi maintenant, on nous a vraiment mis des objectifs de European Green Deal, le pacte vert européen, de réduire des émissions de gaz à effet de serre au moins 55% d'ici 2030 et que l'Union européenne et l'Europe deviennent le premier continent à carbone neutre d'ici 2050. Alors ces objectifs, bien sûr, ils restent valables et s'il y a une chose avec la crise actuelle, il faut accélérer, il faut vraiment encore faire plus vite et les priorités ici, c'est vraiment l'efficacité énergie et l'économie d'énergie. Il faut deuxièmement, électrifier là où nous le pouvons et stimuler les énergies renouvelables. On a un objectif de 40% de renouvelables pour 2030. Il faut éventuellement aller encore plus, un objectif encore plus ambitieux. Et il ne faut pas oublier, il faut innover là où nous ne pouvons pas électrifier. Et là, on parle davantage de combustibles à faible émission de carbone et d'hydrogène. Et pour l'instant, on est en train de négocier la législation que la Commission européenne a publiée en juillet et décembre de l'année dernière. Et la présidence actuelle de l'Union européenne, la France, fait beaucoup pour nous aider, pour vraiment avoir des ambitions assez élevées, mais aussi d'aller le plus rapidement possible au niveau du Conseil et des négociations au Conseil, plus les nouvelles propositions qu'on vient de sortir. Alors, on travaille étroitement avec la présidence française et les États membres et le Parlement européen. Mon troisième point, c'est vraiment le secteur bâtiment, comme c'est le sujet aujourd'hui.
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie dans l'Union européenne. Comme vous le savez, 40% de la consommation d'énergie est dans ce secteur de bâtiment et 36% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie dans l'Union européenne. Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire représentent près de 80% de la consommation du bâtiment. C'est pour ça qu'on se concentre sur le secteur du bâtiment. On a sorti en décembre dernier la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments qui propose d'un côté que tous les nouveaux bâtiments soient à zéro émission d'ici 2030. Avant, c'était presque zéro émission. Maintenant, on a vraiment défini pour les bâtiments neufs d'être à zéro émission d'ici. Mais comme on a entendu avant, l'effort doit être pour les bâtiments existants. Parce que 75% de nos bâtiments existants ne sont pas efficaces en énergie, soit à Paris, soit à Madrid, soit à Berlin, dans toutes les capitales. On a ce problème-là des bâtiments existants. Et alors là, il faut vraiment une rénovation obligatoire des bâtiments les moins performants. Et on a aussi une définition de rénovation profonde qui implique l'efficacité énergétique, les renouvelables et d'autres. Selon notre étude, il y a 40 millions de logements existants qui devraient remplacer leur chaudière à combustible fossile par des alternatives de chauffage à faible émission de carbone d'ici 2030. C'est 40 millions de logements existants. C'est vraiment notre focus actuel de faire le nécessaire. Ça aide aussi à réduire la dépendance et aussi le climat et aussi les emplois et la croissance. Quatrième point, les pompes à chaleur dans notre communication Repower. On a augmenté nos objectifs. On dit qu'au moins 30 millions de pompes à chaleur à eau devraient être installées d'ici 2030, dont 10 millions d'ici 2025. On avait un entretien avec l'Association européenne, EPA, et la commissaire européenne Catherine Simpson le vendredi dernier avec le secteur. Et je crois qu'on a échangé, et Thomas Novak, le secrétaire général d'EPA, a mis en sorte que cette ambition est faisable. Il faut une poussée, il faut une poussée politique, il faut bien sûr au niveau national, européen, régional, local des mesures qui vont avec, mais il y a un soutien, ce que j'ai compris de notre entretien, de l'industrie et je suis sûre qu'on parlera dans cette journée aujourd'hui. Les pompes à chaleur sont les plus efficaces dans les bâtiments neufs ou rénovés, mais cependant, limiter l'installation de pompes à chaleur aux seules rénovations complètes ou aux nouvelles constructions n'est pas une option. Cela signifie que le plan Repower devra prendre en compte l'adéquation entre les solutions de pompes à chaleur et l'isolation thermique des bâtiments pour éviter les effets contre-productifs. Et cinquièmement, mon dernier point, c'est anticiper les potentiels points de blocage. Il y en a quelques-uns, vous êtes bien au courant. D'abord, il faut adapter la réglementation produit pour rendre les pompes à chaleur plus attractives, encore plus attractives. On est en train de voir la révision de la réglementation sur l'étiquetage énergétique des appareils de chauffage et des chauffe-eau qui permettra de mieux mettre en évidence l'efficacité énergétique des pompes à chaleur. On passe actuellement de l'échelle que vous connaissez de A++++ à A à G. Et avec ça, les chaudières de gaz seront reléguées de classe A en classe F, tandis que les pompes à chaleur seront dans les classes B, C, D, rendant l'efficacité énergétique des pompes à chaleur beaucoup plus évidente. En économie financement, les pompes à chaleur sont souvent encore plus chères à l'achat et moins chères à exploiter. Outre les subventions politiques, l'industrie peut souhaiter développer les solutions de financement faciles et attractives. Et la Commission a lancé, et chaque État membre, la France, a fait un plan de relance et résilience nationale où on vise vraiment à aider les États membres de faire les rénovations, l'isolement et des renouvelables. Il y a le problème de pénurie des travailleurs qualifiés
la pénurie d'installateurs et d'autres travailleurs qualifiés pour les pompes à chaleur et d'autres industries inconnues. Nous, on a des initiatives au niveau européen et des financements considérables disponibles, mais il faut aussi au niveau national et au niveau de l'industrie à être proactif. Et on est là pour travailler ensemble, par exemple avec le pacte de l'Union européenne pour les compétences. Il faut accélérer les investissements dans la formation initiale et continue de la main-d'œuvre. Et dernier point là-dessus, la fabrication, les matériaux et les composants électroniques. Avec la production de pompes à chaleur en Europe, on est déjà affecté par des pénuries en termes d'accès aux matières premières et aux composants électroniques, ce qui est d'ailleurs un problème majeur actuellement qui est aussi lié à la crise. Je m'arrête là parce que je crois que j'ai déjà évoqué pas mal de choses et je vous remercie de votre écoute et de m'avoir invité et je passe la parole, j'imagine, à vous avant de passer à votre voisin. Voilà, merci beaucoup. En tous les cas, oui, je crois qu'on va fonctionner comme ça, Mechtilde, pour entendre les différents points de vue et puis ensuite tenter de créer un peu d'interactivité. En tous les cas, merci pour cette présentation en 5 points. Nous avons vu la vision européenne sur le sujet. Je vous propose qu'on descende. Je parlais d'entonnoir. On descend d'un cran avec Olivier David, donc chef du service climat et efficacité énergétique à la DGEC. Alors je ne sais pas si vous êtes fervent du 3 ou du 5 points, si vous êtes plutôt franco-français ou non, plutôt montpelliérain. Donc de quelle façon allez-nous Vous verrez. Non, ah ça c'est du bon teasing ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Bon, très bien. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, on descend l'entonnoir et c'est relativement simple de descendre l'entonnoir puisque au niveau de la France, on est parfaitement aligné avec ce qui est fait au niveau communautaire et la présidence française de l'Union européenne est totalement mobilisée pour faire avancer le paquet Fit for 55, qui est un paquet de textes législatifs pour atteindre la réduction de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, qui est un paquet de textes absolument considérable, extrêmement ambitieux, pour atteindre nos objectifs avec un certain nombre de débats entre États membres. Je pense que tous les États membres sont d'accord sur les grands principes, mais ensuite, c'est quand on rentre dans le détail d'un certain nombre de mécanismes, d'un certain nombre de dispositifs qu'on a des divergences et on est mobilisé pour essayer de trouver des convergences entre les États membres. Mais là où on est parfaitement en face, c'est que dès 2017, la France s'est fixé l'objectif de la neutralité carbone en 2050, ce qui veut dire deux grandes choses pour nous, et c'est ça qui guide nos politiques. D'une part, réduire les consommations d'énergie. On a un objectif de division par 2 des consommations d'énergie en 2050, et d'autre part, décarboner totalement les consommations d'énergie. C'est-à-dire que dans notre vision, en 2050, l'énergie, c'est à la fois de l'électricité, renouvelable, mais aussi nucléaire. On a bien les deux types d'énergie bas carbone, de la chaleur renouvelable, le solaire thermique et la géothermie, et de la biomasse sous ses différentes formes, liquide, biocarburant, biogaz, bois énergie, etc. Et donc toute notre politique consiste à, je dirais, tuer le charbon, tuer le pétrole, tuer le gaz naturel pour aller vers un mix énergétique totalement décarboné. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire dans la stratégie nationale bas carbone, qui est à l'heure actuelle en révision pour à la fois prendre en compte le nouvel objectif européen de moins 55% en 2030, mais aussi pour s'adapter aux évolutions et notamment à la crise qu'on vit à l'heure actuelle à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui pour nous est un facteur important, non pas pour revoir nos politiques, mais pour accélérer un certain nombre de politiques. L'idée, c'est d'accélérer la sortie du pétrole, d'accélérer la sortie du gaz naturel, qui était déjà un objectif fort pour nous, mais que la guerre nous incite à accélérer. Pour ça, on a un certain nombre d'outils qui, dans le bâtiment, est relativement simple. C'est 2 piliers, isoler les bâtiments et changer les systèmes de chauffage dans les bâtiments pour mettre des systèmes de chauffage décarbonés.
On a bien sûr aussi des actions sur le neuf, ce que vous connaissez, c'est la réglementation RE 2020 qui met aussi cette part carbone dans le bâtiment. Sur le bâtiment existant, si je dresse un peu ce qu'on fait en quelques mots, on a à la fois des mesures d'interdiction, c'est l'interdiction du fioul à partir du 1er juillet 2022. À partir du 1er juillet 2022, on ne pourra plus en France installer de nouvelles chaudières fioul. Et donc l'objectif, c'est de mettre en extinction ce parc de chaudières fioul en sortant totalement du fioul d'ici 2028-2030. Ensuite, on a une politique de mettre fin à toutes les aides aux énergies fossiles. En 2017, on avait un crédit d'impôt de 30% quand on installait une chaudière fioul, un crédit d'impôt de 30% quand on installait une chaudière gaz, et progressivement, on a mis fin à ces aides. On a mis fin aux aides au fioul, on a resserrer les aides au gaz en gardant dans MaPrimeRénov' des aides aux chaudières gaz pour les ménages modestes et très modestes. Et à partir du 1er janvier 2023, l'ensemble des aides aux chaudières gaz seront supprimées. Ça, c'est vraiment mettre fin aux aides aux fossiles, c'est un point important pour nous. Ensuite, on a le soutien au mode de chauffage décarboné, qui prend différentes formes. On aide à la fois les réseaux de chaleur, le raccordement au réseau de chaleur, les chaudières biomasse, les pompes à chaleur, le solaire thermique, les différentes solutions pour pouvoir décarboner le chauffage dans le bâtiment, avec un certain nombre de mesures qui se sont accélérées dans notre plan de résilience gaz, à la fois avec le fonds chaleur. On a cette année un fonds chaleur à 520 millions d'euros. Il y a eu plus qu'un doublement pendant le quinquennat. On partait de 210 millions d'euros en 2018 à 520 millions d'euros en 2022, ce qui va nous permettre à la fois d'accélérer les actions existantes, le verdissement des réseaux de chaleur, le développement des réseaux de chaleur, mais aussi de mettre en place des actions nouvelles. Et notamment, on pense à la PAC dans le bâtiment collectif. Ça va être pour nous une des priorités de soutenir la PAC, le développement de la PAC dans le bâtiment collectif. On a aussi des mesures dans MaPrimeRénov', et vous le savez tous, c'est plus 1 000 euros entre le 15 avril et le 31 décembre 2022 pour soutenir encore plus l'installation notamment des pompes à chaleur, mais aussi du chauffage biomasse. Et inciter, c'est vraiment le moment où, et on va lancer aussi une grande campagne de communication en ce sens, je dirais, l'été, à partir là, du printemps 2022, c'est le moment de changer son système de chauffage et de quitter les énergies fossiles, aussi bien pour le climat, mais aussi pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles russes. On a les certificats d'économie d'énergie et on a mis en place un coup de pouce chauffage qu'on a restreint aux énergies bas carbone, pompe à chaleur, biomasse, solaire thermique, réseau de chaleur. C'est quasiment 500 000 packs qui ont été installés grâce à ce coup de pouce chauffage depuis son lancement en 2019. Juste pour donner quelques chiffres, c'est 650 millions d'euros économisés par les ménages chaque année grâce à ce coup de pouce chauffage. C'est 3 millions de tonnes de CO2 en moins émis chaque année grâce à ce coup de pouce chauffage. Et ça a vocation à se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la 5e période des C2E, donc dans les 4 années qui viennent, ce coup de pouce chauffage. Je pourrais dire un mot aussi de l'isolation et de l'isolation globale, c'est aussi un point important, mais je pense qu'on y reviendra ensuite dans la suite de la journée, puisqu'il y a une table ronde spécifique sur la rénovation globale, qui est ce qu'on essaye de faire sur l'isolation, de passer progressivement de l'isolation geste par geste à de l'isolation globale. On a des outils réglementaires, c'est notamment sur l'obligation d'entretien des pompes à chaleur. Ça a été une réglementation importante qu'on a fait avec l'AFPAC. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Tout va bien. Non, je faisais deux, parce que c'était tous les 2 ans en fait. Voilà, c'est l'entretien. Voilà, c'était pas vos 2 minutes. Pardon. Non, c'est un point important, cette obligation de rénovation d'entretien des pompes à chaleur,
qui est pour nous vraiment une condition vraiment de la pérennité de la filière. Mais on a d'autres mesures réglementaires en préparation. Je pense notamment à nos mesures sur le classement qui vont sortir là avant la fin du quinquennat, donc on peut dire dans les jours qui viennent, sur à la fois le classement des réseaux de chaleur, avec des classements automatiques des réseaux de chaleur, mais aussi sur la biomasse, sur la qualité du bois de chauffage et sur l'information des consommateurs sur la biomasse. Et enfin, pour finir, un point important, c'est aussi de guider les particuliers, d'accompagner les ménages dans ces démarches de rénovation, avec un plan en 2 étapes, à la fois, je dirais, l'information, c'est la mise en place des espaces France Rénov', avec un travail important sur, je dirais, l'harmonisation de l'ensemble des espaces. On avait avant des œilleux de l'ADEME, des prises de l'ANA, des tas de guichets. L'idée, c'est une harmonisation, un développement sur l'ensemble du territoire. Et on est en train de mettre la dernière brique, ce qu'on appelle l'accompagnateur Rénov', qui est une mesure de la loi climat et résilience. C'est après cette étape d'information, comment est-ce qu'on peut guider le ménage dans l'ensemble de ces étapes de rénovation, de la définition des travaux, au choix des solutions techniques, au choix des artisans, au suivi du chantier et à la réception du chantier. C'est l'accompagnateur Rénov', sur lequel on a mené une grande concertation depuis le vote de la loi climat et résilience, et un projet de décret qu'on devrait publier d'ici la fin du quinquennat. Merci beaucoup. Merci Olivier David. Alors vous restez évidemment avec nous. Je passe la parole à Christine Goubet-Millot, qui est la présidente de l'UFE, et au-delà de la symbolique qui se rapporte à votre veste, vous rayonnez ce matin, vous êtes en milieu plutôt amical, et tout ce que vous entendez ne peut que vous réjouir, évidemment. Alors, rayonner est un mot, on est très sérieux et on est très grave dans cette période difficile, mais il faut rester optimiste et surtout il faut rester concentré sur ce que nous avons à faire. Alors, en tant qu'Union France Électricité, c'est-à-dire fédération professionnelle, bien entendu, nous n'avons pas un rôle réglementaire et de définition politique, même si nous contribuons à notre modeste place, mais surtout, je pense que nous avons un rôle de travail en écosystème. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Au-delà des partenariats commerciaux de nos adhérents, au-delà des solutions que nos adhérents apportent, nous avons de plus en plus, pour réussir cette ambition, à coopérer. Et coopérer, c'est travailler en écosystème. Et c'est pour ça que je suis très heureuse ce matin d'être avec vous tous. Ce travail en écosystème, il est transverse, il est difficile, il faut sortir des silos. Voilà, donc ça, c'est un point de conviction que je voulais livrer. Et dans ce cadre-là, bien sûr, nous, les professionnels, on a besoin de visibilité sur une feuille de route. Donc, vous le savez, sur le système électrique, on a eu un très gros travail de prospective. Alors, pour le coup, mené par RTE avec 2 ans de concertation sur les scénarios de décarbonation pour la France. Alors, pour la France au sein de l'Europe, 2050, c'est très loin, mais ça veut dire sortie des énergies fossiles. Et quand on voit évidemment l'introduction de Jean-Marc Jancovici ce matin, on voit bien l'ampleur du défi qui nous est donné. Et dans ce défi, nous savons que l'électricité décarbonée sera un des leviers de cette transformation. Et évidemment, nous nous préparons à un doublement de la demande de la consommation électrique, tant dans le transport que dans le bâtiment ou dans l'industrie. Effectivement, pas n'importe quelle électricité, il faut qu'elle continue à être durablement décarbonée avec un prix compétitif. Donc ça reste un sujet que la crise aujourd'hui nous challenge, on va dire. Ce n'est pas le sujet du moment, mais nous sommes en ce moment H24 concentrés sur cette question. Voilà, sans que pour autant l'électricité sera dominante. Voilà, et je le dis aussi, même en tant qu'électricienne, il y aura d'autres solutions. Il y aura certainement de la biomasse, il y aura du biogaz, du bois, de la chaleur, des déchets. Donc toute cette économie circulaire également va devoir prendre beaucoup plus d'importance. Et dans tous les cas, il y aura de l'efficacité énergétique, même s'il y a une demande d'électricité qui sera croissante et qui ne représente aujourd'hui que
un quart de notre consommation totale, eh bien, il y aura de toute façon beaucoup d'inefficacité énergétique. Et là, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce qu'on voit bien que dans le bâtiment, l'effort, malgré tous les outils que nous avons, c'est à peine moins 1% de consommation totale. Et en plus, on a des transferts vers les technologies les plus performantes à réaliser. Et puis, qu'est-ce que nous apprend cette crise aussi? C'est que sur les économies d'énergie, alors on va parler de sobriété, nous on ne parle pas de décroissance, on parle plutôt de sobriété. Évidemment, c'est peut-être malheureusement l'opportunité de vraiment faire des économies d'énergie. Je crois qu'on n'a pas encore la conscience en tant que citoyen, en tant que consommateur, et peut-être qu'un discours de vérité devra être aussi tenu beaucoup plus clairement sur le fait que cette crise nous montre que l'énergie est un bien rare et qu'il faut l'économiser et peut-être même, alors je le dis sans que pour autant je sois... On est tous conscients que peut-être il y a aussi une petite partie de notre confort sur lequel il faudra renoncer. Donc ça, c'est aussi une dimension pas très populaire, mais qui reste importante. Donc la crise, en fait, nous conforte totalement dans cette trajectoire. Donc ce que nous demandons, nous, c'est qu'on ait une stabilité des soutiens à la rénovation énergétique, donc peut-être une vision pluriannuelle pour que les consommateurs, les ménages, les industries se projettent dans des MaPrimeRénov', dans des C2E, dans des aides qui vont durablement les accompagner dans leur choix d'investissement. Donc ça, c'est très important. La pompe à chaleur, évidemment, c'est une de nos technologies phares et c'est pour ça que je suis ici aussi et c'est pour ça que nous travaillons tous ensemble. C'est parce que, alors moi je le dis avec mes mots grosso modo, 1 kWh d'électricité consommée, c'est 4 kWh de chaleur avec les pompes à chaleur. Voilà, donc c'est quand même un rendement magnifique. Donc c'est une technologie de pointe, performante. Elles doivent être accompagnées d'un travail sur l'enveloppe. Alors tout ça, c'est ce travail sur le neuf, mais il y a tout ce qui est dans l'habitat existant, qui est peut-être pas le plus simple à faire. Et là, probablement qu'on aura besoin de solutions techniques que vous allez nous inventer ou nous développer sur la PAC dans l'existant et en particulier dans l'urbain, dans le collectif urbain, où il y a des contraintes techniques. Donc ça, je pense que c'est une piste que je lance à la réflexion de cette journée parce qu'on aura besoin de cette technologie-là aussi. Voilà. Alors, tout ça, c'est de l'électrification. Donc la question que vous devriez logiquement me poser, c'est et les réseaux? Est-ce que les réseaux de distribution principalement, bon, de transport bien sûr, mais surtout de distribution, ils vont être à la croisée et des facilitateurs de toute cette transformation? C'est vrai sur la mobilité, mais c'est vrai aussi, bien sûr, sur le bâtiment. Alors, la montée en puissance des pompes à chaleur, de l'électromobilité, des énergies renouvelables, évidemment, c'est un travail d'adaptation sur les réseaux de distribution, notamment. Mais c'est gérable si c'est bien anticipé. Et en plus, c'est optimisable si on arrive à foisonner pompes à chaleur, mobilité électrique et adaptation des réseaux qui aussi doivent être modernisés. Parce que nous avons des réseaux qui vieillissent également, qui ont été construits après la guerre, alors la guerre de 1945. Donc nous avons aussi un travail de modernisation, de digitalisation. Donc vous le savez, nous avons déployé 35 millions de compteurs communicants. Donc on a tout un champ de perspectives à exploiter sur le pilotage des consommations, de la flexibilisation des productions avec les énergies intermittentes, mais aussi de la demande. Et ça, c'est à la fois un challenge pour nous, les réseaux, mais c'est aussi une opportunité. Parce qu'on va là aussi trouver de l'intelligence pour minimiser nos consommations et les positionner dans des moments où les productions sont là et réguler ainsi l'offre et la demande. Donc, pas d'inquiétude. Il y aura évidemment de l'argent à y dépenser, mais cet argent, il est absorbable au kilowattheure, ramené à 1 kilowattheure si on fait les choses proprement. C'est tout à fait absorbable. Et ce n'est pas la pompe à chaleur simplement qui va induire ces surcoûts. Le plus gros bloc en fait, de l'adaptation, c'est bien sûr les ENR, les énergies variables, à introduire dans un système plus décentralisé, la digitalisation et la modernisation. Ça, c'est le gros bloc. 40% des dépenses des réseaux, ça sera ce domaine-là. L'électrification du bâtiment, bon, on positionne autour de 19%. Et la mobilité électrique, 8%. Donc, vous voyez, tout ça, c'est juste pour donner un peu l'ordre de grandeur, mais tout ça est absorbable si on anticipe.
Dernier point, et c'est pour moi un point très important, c'est la question des compétences. En effet, il y aura bien sûr de l'argent à dépenser, un gros travail pour décarboner. Il y aura des bénéfices collectifs. En tout cas, il faut qu'on travaille dans l'idée d'optimiser les bénéfices collectifs de cette décarbonation. Et dans les bénéfices collectifs, il y a la création d'emplois. Donc, moi, je suis très fière que nous ayons une filière de la pompe à chaleur française, européenne, qui va créer des emplois, qui en crée déjà, mais qui va en créer encore plus dans les territoires, parce que ça, je pense que ces bénéfices collectifs-là, il faut qu'on les mette en parallèle peut-être d'un renoncement à un certain confort de vie qui passait peut-être par de l'énergie facile et abondante. Donc l'emploi, les territoires, la cohésion des territoires, c'est très important. Et donc vous le savez, l'Union française d'électricité, on parlait tout à l'heure de prospective, un travail d'EDEC, un contrat emploi prospective avec notre ministère du Travail et de l'Environnement, pour montrer que toute la filière électrique, alors pas seulement système électrique UFE, mais aussi électricien du bâtiment, industrie électronique de puissance, équipementier des câbliers, etc. C'est-à-dire toute la filière. Nous sommes 600 000 emplois dans les territoires en France. Et si on projette, alors la PPE actuelle, mais qu'on va réviser très bientôt, c'est 200 000 emplois que nous allons créer, dont plus de 80 000 dans le bâtiment. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec le diagnostic qui a été fait par Jean-Marc Jancovici tout à l'heure. Alors évidemment, on n'est pas sur la création du construire du neuf. On est sur aussi tout le travail de rénovation énergétique dans le bâtiment. Donc plus de 80 000 emplois, c'est un ordre de grandeur. Voilà. Avec le deuxième et dernier constat que je fais, c'est que 30% de nos métiers sont d'ores et déjà en tension. Donc nous avons peine à recruter sur nos métiers comme les techniciens de maintenance, les installateurs de panneaux photovoltaïques, les cyber ou les management data officers, etc. Enfin, c'est pour citer quelques métiers, mais tous les métiers techniques, globalement, scientifiques, sont en déficit. D'où un gros travail sur la formation initiale, bien sûr, mais aussi on a mobilisé les OPCO. Alors les OPCO, c'est-à-dire les opérateurs de formation professionnelle, vous les connaissez, Constructis, OPCO 2I, pour cibler les fonds de la formation vers ces métiers en tension. Évidemment, il nous revient de donner de la visibilité sur ces métiers en tension, tant en volume qu'en qualitatif, sur les compétences attendues, voilà, et confirmer un chauffagiste sur chauffage fuel, gaz vers une pompe à chaleur. Voilà très concrètement les informations que collectivement on doit s'organiser à donner pour pouvoir pourvoir par ces organismes la formation dont nous avons besoin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors sur l'attractivité, la mutation dans les métiers, c'est évidemment un sujet partagé par beaucoup d'entre nous. Récemment encore, les rendez-vous du CINASAF qu'on peut voir sur YouTube en parlaient pour ce métier du service après-vente. Madame la députée, c'est à vous dans quelques instants, et après je passerai la parole au président François Deroche, simplement pour vous préciser que Mechtilde Wörsdorfer s'est absenté. Elle a une réunion de crise en fait sur la situation en Ukraine avec la présidence de la Commission européenne à 10h30. Donc voilà, peut-être la reverrons-nous si la réunion ne dure pas trop longtemps. Sinon, voilà, elle se excuse évidemment pour cette absence qui n'était pas prévue. Je le disais, Marjolaine Meunier-Milfer, donc vous êtes députée de l'Isère, spécialiste du sujet. C'est ainsi qu'on m'a présenté votre personne. Vous êtes membre de la commission parlementaire pour l'individualisation des charges de copropriété. Puis vous êtes aussi présidente de l'Alliance HQE. Là, on a eu des sujets, on était dans le très haut de l'entonnoir et on a peut-être un tout petit poil oublié dans l'énoncé. Moi, on me disait toujours l'énoncé est très important sur le bâtiment en lui-même. C'est justement avec vous, puisque vous en êtes une spécialiste, j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur le cœur du sujet, comment atteindre la neutralité carbone dans le bâtiment, de votre point de vue, par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, par rapport à ce que nous a dit le grand témoin aussi. En ayant cette petite phrase, je pense que vous l'avez toutes et tous noté, sur le logement neuf,
va pas faire plaisir à nos amis du bâtiment et de la construction, mais voilà, quel est votre point de vue, Madame la députée? Bonjour à tous, d'abord ravi de vous retrouver. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites et globalement, c'est plutôt sympa parce qu'on est à peu près tous sur la même ligne. Donc, globalement, on partage tous à peu près la même vision des choses à quelques nuances près. Parce que moi aussi, je me suis interrogée quand j'ai entendu M. Angioscolussi sur les chiffres en me demandant s'il avait pris en compte la question de la décohabitation qui est à l'œuvre aujourd'hui. Je me suis posé la question parce que cette décorrélation du nombre de ménages et du nombre de logements neufs me paraît pas totalement cohérente, en tout cas avec ce qu'on peut recevoir du terrain, qui est souvent que les gens ont du mal à se loger aujourd'hui. Et donc les élus locaux en sont souvent interpellés sur ces sujets-là. Ceci étant dit, alors quelle trajectoire? Alors pour revenir sur le grand cadre qui a été proposé sur le sujet à l'échelle européenne, nous en France on a un cadre un tout petit peu différent puisque on a une consommation énergétique globale du secteur bâtiment qui est un peu plus élevée que la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on a été peut-être un peu plus long à mettre en place les règles thermiques ambitieuses. On les a peut-être mis en place un petit peu plus tardivement. On sait que par exemple en Suède, ils ont mis en place les réglementations thermiques que nous on a mis en 2012 et ils les ont mis dans les années 70, ce qui fait qu'on a un décalage non négligeable effectivement de performances thermiques, mais qu'on a depuis bien rattrapé puisque nos performances environnementales actuelles sont parmi les meilleures du monde. Et deuxième facteur, sur le côté carbone, elle parlait d'un chiffre beaucoup plus élevé de consommation carbone du secteur bâtiment. Chez nous, il est plus faible, puisqu'effectivement, notre mix énergétique, il est davantage décarboné. Donc nous, on est plutôt sur un quart des gaz à effet de serre. Donc une fois qu'on a dit ça, la trajectoire aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'on ait une transition environnementale qui soit à la fois plus autonome, plus résiliente, plus juste, à coût maîtrisé, puis qu'elle se fasse demain, concrètement. C'est à peu près ça l'enjeu, donc très rapide. Un gros défi. Et voilà, petit défi. Il va falloir effectivement qu'on se retrousse les manches collectivement pour pouvoir l'atteindre. C'est aujourd'hui quelque chose dans lequel tout le monde est engagé de la même manière. J'ai l'impression qu'on a pu dépasser progressivement beaucoup de batailles énergétiques qu'on pouvait avoir dans le temps passé. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller de l'avant et abandonner les énergies carbonées progressivement. Tout le monde est d'accord pour le dire qu'effectivement, il faut des mix équilibrés et la meilleure énergie décarbonée au meilleur endroit pour le meilleur usage, avec une vision vraiment de ces équilibres territoriaux et enfin avec une vision de la sobriété d'abord. Est-ce qu'il faut parler de décroissance? J'ai envie de dire que sur les usages inintéressants, oui, il ne faut pas hésiter. Enfin, je veux dire, quand on peut se passer d'une consommation qui ne sert à rien, est-ce que ça c'est une forme de décroissance que de la supprimer? Peut-être. Mais c'est une autre forme de croissance en réalité. Parce que si on enlève par exemple un certain nombre d'usages énergétiques, technologiques, Monsieur Jancovici, pour le coup, je suis très d'accord avec sa vision de la manière dont on a beaucoup délégué à la machine tout un nombre de choses qu'on pouvait faire plus naturellement par le passé. Le bioclimatisme, c'est des choses qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui. Qui sont des logiques non énergétiques, non technologiques et qui nous permettent d'atteindre des résultats sobres. Est-ce que pour autant c'est une décroissance ? Énergétique sans doute, mais mais en tout cas pas en termes d'innovation, pas en termes de compétitivité, pas en termes de créativité pour les entreprises et pour les gens. Donc la compétitivité et la croissance, elle va se déplacer, mais elle va pas se supprimer. Et ça, c'était un autre aspect où j'ai bondi sur ma petite chaise dans la salle d'à côté quand j'entendais Monsieur Jancovici, c'est quand il dit qu'on ne peut pas avoir une combinaison d'augmentation du pouvoir d'achat et en même temps de la transition. C'est comment ça formule exactement? C'était ça, hein. Et c'est exactement au contraire ce qu'on est en train de faire. Au contraire, on essaye d'augmenter la croissance et en même temps d'augmenter le pouvoir d'achat parce qu'on travaille sur tous ces sujets en même temps. Voilà, c'était ça. Croissance et pouvoir d'achat, on ne peut pas avoir les deux qui avancent ensemble. Eh bien, si. Donc, les enjeux qui sont devant nous sur le secteur bâtiment, c'est que c'est une clé de voûte véritablement des croisements en fait, énergétiques en France. Aujourd'hui, c'est une clé de voûte entre les politiques nationales et territoriales. Le secteur des bâtiments, qu'on le veuille ou non, c'est territorialisé, c'est dans les territoires, c'est relié à des bassins. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer le bâtiment sans penser son quartier, sa ville, son village, etc. Donc, il y a un aspect très territorial de la transition énergétique au sein des bâtiments. Et en même temps, c'est une interface qui permet, vous l'avez très bien dit, et moi je partage, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on développe, c'est la flexibilité qu'apporte le secteur bâtiment à l'ensemble de la transition énergétique française.
on le développe pas suffisamment, mais de fait, un bâtiment bien isolé, il devient résilient au changement de température, et donc du coup, si on le refroidit ou si on le réchauffe, s'il est suffisamment inerte en termes d'énergie, il peut garder ces modulations dans le temps, et ça peut nous permettre finalement de créer ces aspects de résilience et d'adaptation qui peuvent être utiles pour justement un secteur énergétique qui, par ailleurs, dans ses productions, va avoir besoin de plus de flexibilité. Donc c'est quelque chose, il faut vraiment que le secteur des bâtiments devienne un acteur absolument central de la discussion sur les stratégies énergétiques. Pendant trop longtemps, le secteur bâtiment a été considéré comme un consommateur d'énergie et pas comme un allié de la transition énergétique. Et aujourd'hui, je pense que vraiment tout son rôle, il est là, y compris dans le sens où on peut, dans le secteur des bâtiments, par les équipements qu'on en a et les usages qu'on fait à l'intérieur des bâtiments, on peut piloter une partie de la demande énergétique. Et on l'a déjà fait. Moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est les gens, ils me disent « Ah bah oui, mais les demandes des gens, elles ne sont pas pilotables, donc il faut qu'on serve l'énergie quand ils la demandent. » C'est pas vrai, parce que vous faites comme moi, vous lancez vos machines à laver la nuit, et ça, c'est pas franchement le truc le plus naturel du monde, de se lever la nuit pour faire tourner des machines. Donc on a bien réussi à piloter une part de la demande. Autre fait très personnel, en fait, les 3/4 des Français prennent leur douche le matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le ballon d'eau chaude se recharge la nuit et que comme ça, ils ont la douche d'eau chaude le matin. Donc ça, c'est une part de pilotage de la consommation énergétique et ça peut participer et contribuer à rendre du coup flexible et à fournir un besoin énergétique qui est compatible avec une vision de producteurs d'énergie qui ont leurs contraintes, chacun dans leurs objets. C'est trop long ? Merci. François Deroche, il vous revient de faire une sorte de synthèse et d'apporter aussi en tant que président de l'AFPAC vos propositions ou vos points de vue sur le sujet. Puis après, on ouvrira les questions dans la salle. Bien, effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Nous, effectivement, on se réjouit que la pompe à chaleur soit remise un petit peu sur le devant de la scène. Ce qui est certain, c'est que la pompe à chaleur, c'est quand même la solution pour décarboner les usages, le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Puis, il ne faut pas oublier quand même que le marché français, c'est le premier marché européen. Donc, voilà, on fait un petit cocorico, on est assez fiers quand même de ça. Ça ne durera peut-être pas, ça dépendra des politiques et les fléchages qui seront mis sur la rénovation énergétique dans les autres pays frontaliers. Mais pour le moment, on peut se glorifier de ça. Donc la pompe à chaleur, c'est quand même le système qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des économies d'énergie. Alors effectivement, elles ont démontré leur efficacité dans le marché du neuf, dans la rénovation aussi de maisons individuelles. Maintenant, il nous reste quand même à prouver cette capacité à dupliquer ces pompes à chaleur dans le logement collectif. On en parlera cet après-midi. Il y a des enjeux pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, notamment sur le logement collectif, puisqu'il y a quand même des efforts de R&D de la part des industriels à mettre en œuvre pour adapter les produits vraiment à ce qu'il y ait un optimum technico-économique pour le logement collectif. Si on revient sur la rénovation, effectivement, on se félicite des dispositifs d'accompagnement du gouvernement français qui permettent de flécher, on va dire, les pompes à chaleur sur la transition énergétique. D'aller sur la rénovation globale, effectivement, on est parfaitement d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on demande, c'est de ne pas oublier les gestes simples. Il y a quand même des utilisateurs qui ont rénové leur maison, qui l'ont déjà isolée, mais qui n'ont pas forcément changé leur générateur. Donc voilà, en essayant de ne pas trop les pénaliser. Que dire d'autre ? Oui, la filière est mobilisée, il y a des tensions sur les métiers, on l'a évoqué, on a eu l'occasion de discuter avec madame de ce sujet-là. C'est un vrai enjeu, quand même si on a toujours l'habitude à l'AFPAC de dire que la pompe à chaleur, ça ne souffre pas la médiocrité. C'est quand même une technologie assez pointue, donc il faut quand même des opérateurs qui soient formés, qui soient compétents. L'AFPAC, dès le départ, dans les années 2008 ou 2009, les présidents me corrigeront si je dis des bêtises, mais on a rédigé le référentiel Qualipac, qui est maintenant exploité par Quali-ENR, qui permet donc de former, de suivre et d'auditer les installations in situ pour garantir aux consommateurs des installations qui seront pérennes et de faire en sorte que l'utilisateur ait une expérience de sa pompe à chaleur qui soit la plus satisfaisante possible.
Je pense qu'on y reviendra également tout à l'heure. Oui, les métiers en tension. Donc là, c'est à nous de travailler avec vous, tous, pour essayer de donner une aura complémentaire sur ces métiers et d'essayer d'attirer de nouveaux talents au sein de nos entreprises. Voilà. Question de Béotien avant de passer la parole dans la salle. On a bien compris que vous saviez faire sur le bâtiment neuf, collectif ou maison individuelle. Techniquement, vous êtes prêt à massifier? Il existe des solutions faciles à mettre en œuvre pour de la rénovation? Parce que c'est ce que disait Jean-Marc Jancovici. C'est vraiment, on est dans la rénovation de l'habitat existant. C'est un des enjeux forts. Sur le collectif ou globalement? Les deux. Bon, je dirais la filière pompe à chaleur est prête, les industriels sont prêts. On parlait tout à l'heure également de production. L'industrie est capable d'augmenter les quantités de pompes à chaleur à produire dans les mois et dans les années qui viennent. Là, ce n'est pas trop le problème. Il y aura certainement des tensions liées à la crise qu'on connaît sur les approvisionnements en matières premières, donc probablement des impacts de coûts au niveau de la fabrication. Mais on voit bien que la filière est en train de se structurer, de s'organiser pour pouvoir assurer le déploiement de ces équipements. Alors évidemment, maintenant, on reste à caler tout le rythme de façon à ce qu'on puisse placer le plus d'équipements possible dans tous les segments d'activité que vous avez évoqués. Monsieur le Président, puisqu'on a les anciens présidents, je crois, au premier rang, vous avez une question. Oui, David Bonnet, président d'honneur de l'AFPAC. J'avais une question pour monsieur Olivier David. Quand il a parlé tout à l'heure de chaleur renouvelable, il a parlé de réseau de chaleur, de biomasse et de géothermie. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un quatrième terme qui arrive, qui était aérothermie. Et donc, je m'interroge sur le fait que les pompes aérothermiques ne procéderaient pas de la chaleur renouvelable. Non, si, bien sûr. Effectivement, dans notre classification, on le met dans les besoins électriques, mais c'est aussi de la chaleur renouvelable. Je voudrais juste répondre j'en profite puisque j'ai le micro. Allez-y, je vous en prie. Pour dire qu'il y a vraiment un enjeu sur lequel il faut qu'on avance et on souhaite travailler avec la filière, c'est bien la PAC dans le bâtiment collectif en rénovation. C'est pour nous un enjeu sur lequel il faut qu'on accélère, qu'on ait les bonnes solutions, aussi les bons systèmes d'incitation, les bons systèmes d'aide. Et c'est vraiment un sujet prioritaire pour nous là, dans les mois qui viennent. C'est bien la PAC en rénovation dans le bâtiment collectif. Très bien. Merci. J'ai vu quelqu'un avec un micro. Monsieur. Oui. Voilà. Oui, bonjour, Pascal Housset. Donc, je suis le président de l'UMGCP, donc c'est la branche génie climatique de la Fédération française du bâtiment. Donc, tout d'abord, je voulais déjà contredire M. Jancovici quand il dit que le bâtiment ne recrute pas. Je me rappelais simplement que nous avons participé à l'enjeu 15 000 bâtisseurs. On n'a plus que doublé les effectifs et on continue à recruter dans le bâtiment. Donc, je vous rassure, on continue à recruter pour poser des pompes à chaleur. Également, sur la pose des PAC, on n'a plus que doublé les entreprises Calipac en 1 an. On continue à former les gens, on continue à faire le nécessaire pour assurer cette transition. Et puis j'avais une question pour monsieur Olivier David, qui est finalement, et en même temps une question que je pourrais adresser également à madame Christine Goubet-Milito, concernant l'électrification, puisque finalement, on parle peu du biogaz, alors que là, on a parlé du côté territorial tout à l'heure. On voit que le biogaz, c'est produit en local, c'est des circuits courts, c'est la capacité très rapidement de produire du gaz pour les installations et notamment pour les packs hybrides gaz qui permettent d'assurer à la fois un mix énergétique et puis aussi une gestion de pointe hivernale lorsqu'il y a besoin de réparer quelques centrales nucléaires. Qui commence? Allez, Madame Goubet-Millau. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'électrification n'est pas une électrification dominante. Il y aura d'autres options. Je crois que clairement le biogaz, la gestion, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, les déchets, etc. Tout cela, ça fait partie des différentes technologies à pousser. Donc voilà, je ne fais pas une électrification prosélyte. Je crois que simplement, pour se substituer aux énergies fossiles, on aura besoin de toutes ces technologies. Et pour ce qui est de l'électricité,
décarboné, on aura besoin des énergies renouvelables et du nucléaire décarboné durablement. Donc c'est un gros challenge parce qu'on a un mix électrique qui est hérité aussi, comme nos réseaux, merci nos prédécesseurs finalement. Donc pour les 10-15 prochaines années, on doit accélérer le développement des énergies renouvelables, mais on a un actif. Mais au-delà de 10-15 ans, il faut qu'on prépare 2050. C'est tout le travail de RTE qui nous indique des voies. Et dans ces voies, effectivement, il faut que nous ayons une feuille de route pour anticiper, pour faire les choses intelligemment. Et parce que nous sommes des industries du temps long, et nous devons anticiper les compétences dont nous aurons besoin pour construire les nouveaux actifs dont nous aurons besoin. Donc, moi, le biogaz, c'est très bien. Et dans mes adhérents, il y a des gens qui se déploient beaucoup pour développer le biogaz. François Deroche, je crois qu'il faut sortir de ces oppositions un peu stériles entre les technologies. On aura besoin de toutes les technologies décarbonées pour réussir au meilleur coût. On a des pompes à chaleur hybrides qui peuvent se connecter sur ces réseaux-là. Et je voulais revenir aussi sur la flexibilité. Vous savez que les pompes à chaleur sont toutes gérables à distance. Il y a de l'intelligence artificielle qui est embarquée, de l'IoT. On peut facilement effacer et donc travailler sur la flexibilité des réseaux. Voilà. Et la flexibilité est d'autant meilleure qu'elle est reliée à une boucle d'eau chaude. En plus. C'est ça. Olivier David, avant que je passe... Et simplement pour compléter, parce que moi je pense que c'est vraiment important sur le sujet d'équilibre des énergies. Et il y a juste un point qu'il faut rappeler, parce que le travail de RTE a été fantastique à beaucoup d'égards, mais vraiment. Et en même temps, RTE, c'est transport de l'électricité. Donc de fait, il y a quelques points sur lesquels, bien normal par nature, ils étaient un peu moins à même de répondre. Donc sur les ENR thermiques en partie, ils ont été moins force de proposition, et puis évidemment sur les questions gaz ils sont moins exprimés, donc, mais ça n'empêche pas que leur travail était très très important, parce qu'on sait que l'électrification elle va être en grande partie là, y compris d'ailleurs pour le report transport vers l'électricité. Olivier David. Mais effectivement, on soutient aussi le développement du biogaz, mais je dirais il faut aller progressivement vers la fin du gaz naturel et un gaz qui soit 100% du biogaz. On soutient aussi donc la pompe à chaleur hybride, pourvu que ce soit des vrais packs hybrides. C'est quand même un sujet sur lequel on voit de tout, y compris des packs hybrides qui sont une chaudière gaz dimensionnée pour l'ensemble de la maison et une pompe à chaleur. Donc il y a un travail à faire quand même pour développer la vraie pack hybride, celle qui est entièrement intégrée, dans lequel on a l'utilisation de gaz en période de pointe. Je crois que c'est cet après-midi, je fais un peu de teasing. Nous aurons un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, nous aurons la bonne pack hybride et la moins bonne pack hybride, avec Brice Fèvre, me semble-t-il. Une question, bonjour. Oui, Jean-François Cerise, je suis installateur de chauffage en Dordogne et je suis aussi vice-président de l'AFPAC et je représente les installateurs. Un message pour Madame la députée. Nos clients bénéficient de TVA à taux réduit pour les pompes à chaleur géothermiques, les pompes à chaleur aérothermiques. Mais par contre, les pompes à chaleur RR, qui sont réellement un axe de développement des énergies renouvelables, ne bénéficient pas de cette TVA à taux réduit. Je pense que c'est dommage, parce que réellement, les pompes à chaleur réversibles, RR, sont un axe de développement. Je pense qu'il faut privilégier. Alors, après, je suppose que Olivier complétera sans doute, parce que c'est en grande partie la DGEC qui a fait tous ces calculs de hiérarchisation des aides en fonction de leur performance, de leur retour, coût économique, performance environnementale. Donc, c'était un tableau bien compliqué, je m'en souviens bien. Et en même temps, il y a un point sur la pompe à chaleur RR, c'est qu'il y a son côté aussi réversible en clim qui pose quand même la question de comment on travaille sur l'évitement du recours à la clim systématique en été. Et il faut qu'on se pose cette question-là aussi quand même. En tout cas, moi, c'est une préoccupation particulière que j'ai à titre personnel. Dans les villes, je ne sais pas comment ça se comporte dans une ville déjà surchauffée. Je vous avoue que c'est une de mes pas François Deroche s'est emparé du micro. Oui, juste peut-être aller pas
peut-être pas un élément de réponse, mais au moins une piste à étudier. La connectivité permet de mesurer les temps de fonctionnement et les modes de fonctionnement des pompes à chaleur. Par expérience, on a instrumenté déjà pas mal de sites. On voit qu'elles sont principalement utilisées en mode chauffage. Peut-être qu'on peut essayer de massifier un peu ces retours d'informations pour apporter une contribution là-dessus. C'est peut-être une piste à évoquer. Et pour compléter, c'est pas que je pense que la clim est une hérésie systématique partout, mais j'ai peur de la même façon qu'on a pu avoir par certaines époques un recours presque trop automatique, trop simplifié à des usages techniques énergétiques pour du confort. J'ai peur que là encore, on crée un réflexe dont on aura du mal à se passer après. Donc j'avoue que ça, c'est une inquiétude personnelle. Une question pas très loin du centre de l'allée. Bonjour. Bonjour, Stéphanie Rail, Société Cura, producteur mondial de fluides frigorigènes, donc qui sont utilisés notamment pour les pompes à chaleur. On parle de neutralité carbone, donc là on est sur les pompes à chaleur qui évidemment va prendre une envolée très, très forte. Les pompes à chaleur fonctionnent aussi avec des fluides frigorigènes qui ont des potentiels de réchauffement global, les PRG ou les GWP dont vous avez entendu parler. Je voulais avoir votre avis et point de vue sur l'évolution justement des fluides frigorigènes, sachant que la France fait donc partie de l'Europe. Et donc en Europe, il y a la législation, la F-Gaz, qui est en train d'être revue avec une expectation, une attente en tout cas, d'une mesure beaucoup plus sévère pour réduire l'utilisation de certains fluides frigorigènes, notamment le 410 ou le 32, qui est utilisé actuellement pour les pompes à chaleur. Donc je voulais avoir votre avis d'experts et d'analyse sur comment vous voyez l'évolution des pompes à chaleur en fonction des fluides frigorigènes. Merci. Bon, la représentante de la commission malheureusement n'est pas là, mais Olivier David doit déjà quand même avoir un certain nombre d'infos. Non, mais effectivement, Si. c'est un sujet... Ne me dites pas non quand je vous passe la parole. C'est un sujet majeur. Il y a un sujet à la fois sur la gestion des fluides frigorigènes, notamment sur l'ensemble de la durée de vie de la pompe à chaleur, il y a toute une réglementation contraignante sur qu'il faut qu'on fasse respecter. Il y a un enjeu vraiment de respect de la réglementation sur la gestion de ces fluides frigorigènes. Puis après, vous l'avez dit, on a cette réflexion sur comment est-ce qu'on développe des fluides frigorigènes qui ont un pouvoir de réchauffement climatique plus faible. Voilà, on est sur des discussions européennes d'harmonisation des produits sur lesquels on est mobilisé spécifiquement. J'en profite pour dire un mot, puisqu'il n'y a pas eu de question là-dessus. Ça c'est bien, ça. On est en campagne, hein, je viens avec mes questions et vous venez avec vos réponses. La qualité, qui est un point important, c'est la qualité de l'installation des pompes à chaleur, qui est un point sur lequel on est très vigilant, sur le fait que les pompes à chaleur qu'on installe et soient de qualité. Donc on a parlé du sujet de la formation des installateurs. Ça sera une de nos grandes actions cette année, notamment dans le dispositif des C2E, de lutter contre des pompes à chaleur mal installées, un certain nombre de margoulins qui ont vendu des fausses pompes à chaleur. Ça va être une de nos actions prioritaires en matière de C2E, dans laquelle on va lancer une campagne de contrôle massive dès le mois de mai, de contrôle sur site, pour vérifier l'ensemble une forte proportion des pompes à chaleur qui ont été installées depuis maintenant 2 ans et dans lequel on mettra sans pitié des sanctions très fortes à ceux qui ont installé des fausses pompes à chaleur, qui l'ont mal installées, qui ont un certain nombre de problèmes de qualité et qui ont trompé le consommateur. Alors la question n'a pas été posée, Monsieur David, puisque nous avons une table ronde dédiée à ce sujet dans l'après-midi sur la qualité et avec un certain nombre d'enjeux liés à cette qualité. Une question, et il en restera 2, et puis après, on passera au temps suivant. Monsieur, bonjour. Patrick Carmier, je représente un bailleur social francilien, plus de 20 000 logements, très volontaire dans son schéma énergétique pour avancer sur le réseau électrique avec des pompes à chaleur, pour intervenir sur son patrimoine. C'est le stock qui est l'essentiel de cette transition. Mais je voulais quand même vous faire part d'un témoignage. On a déjà mis des pompes à chaleur sur de neuf en collectif. Et on a vraiment du mal. On a vraiment du mal dans le fonctionnement, dans les exploitations, dans la récupération des pièces. Tout ça fait qu'il est difficile. Moi, je suis technicien. Moi, je pousse à ça. Mais le politique
lui, voit les résultats. Et ce témoignage que je vais vous faire passer, c'est vous dire que la filière, peut-être qu'elle débute, mais on n'est pas arrivé. Et on a un enjeu très fort. Et je ne sais pas comment vous pouvez aider des bailleurs comme nous, hein, qui donc avons un travail normalement cohérent sur notre activité, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse démontrer que ça peut marcher. Oui, merci. Table ronde numéro 3, Yves Baliègue, représentant du bailleur Dynacité. Il est peut-être là ce matin, mais vous pourrez peut-être échanger avec lui. Je vous laisse répondre, François Desroches, sur le sujet. Merci pour cette remarque. Effectivement, c'est des enjeux au sein de l'AFPAC qu'on a identifiés. On a un groupe de travail qui tourne autour du logement collectif. Et on s'est aperçu avec les tables rondes d'experts qu'on peut initier, qu'il y a un grand manque de connaissances en fait, des technologies en logement collectif. Il y a un manque de formation aussi des bureaux d'études pour accompagner le déploiement de ces technologies et faire en sorte que tout se passe bien. Il faudra aussi accompagner la filière à installation et également la maintenance, parce que c'est quand même des systèmes un peu plus costauds, donc différents d'une PAC individuelle. Voilà, il y a tout ce travail, et là, on est en train de le mener. On va sortir un ouvrage qui va récapituler un petit peu les trucs et astuces, enfin tout ce qu'il faut faire pour bien faire. Et puis, il y a peut-être un message à passer au pouvoir public. En logement collectif, il n'y a pas de règles vraiment établies de dimensionnement des PAC ECS, par exemple, pour la production centralisée d'ECS. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, mettre des règles un petit peu plus costauds, de façon à accompagner l'ensemble de la filière. Voilà, le message est passé. Il y avait une dernière question. Dernière question. Cyril Radici, je suis directeur général du SINASAV, l'organisation professionnelle de la maintenance, et je voulais juste mettre un petit couvert, le petit accent sur la maintenance. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'installation, mais la maintenance est clé finalement dans cette route vers la neutralité carbone. On voit bien que sans maintenance, finalement, le maintien de la performance et la durabilité des équipements peut difficilement se faire. Donc c'est vrai que nous, on va avoir aussi besoin des pouvoirs publics pour sensibiliser le client particulier sur l'importance de la maintenance. Et on va surtout besoin, je crois, d'un peu de temps, cette fameuse temporalité nécessaire pour accompagner notre filière sur les métiers de la thermodynamique, notamment, et cette montée en compétence de la filière. Merci. Merci. Monsieur Bonnet, c'est bien parce que vous êtes président fondateur, enfin pas fondateur, mais d'honneur. Donc on vous passe le micro et ce sera vraiment le tout dernier point. Regardez, on vous donne le micro. Voilà. Juste un point, puisqu'on parle de formation. J'ai eu l'occasion de faire un webinaire récemment avec des conseillers d'ALEC, donc d'Agence locale énergie-climat. Si on parle de formation, ils ont un rôle de conseiller auprès des territorialités et il serait bon qu'ils soient formés parce que j'ai eu effectivement une foule de questions qui m'ont été posées et je pense que si Flamme veut bien réagir, on pourrait faire une formation au niveau des ALEC. Ça serait pas négligeable. Je crois qu'il y a 400 conseillers sur le terrain. S'ils étaient formés, on ferait de gros progrès. Voilà, merci. Vous pouvez remercier chaleureusement les participants à cette première table ronde. Merci beaucoup.